Depuis 1989, des centaines d'acteurs du débat public sont venus échanger avec des étudiants et un public toujours plus large. Année après année, tous ceux qui ont participé à la Cité de la Réussite ont modestement essayé d'apporter leur pierre au débat citoyen. Partager des connaissances, s'intéresser, s'étonner, questionner, apprendre et comprendre les autres, telles sont les valeurs simples que nous avons essayé de promouvoir depuis 2 décennies. L'audace est le moteur de tout, cette disposition de l'esprit, cette force en action qui permet de surmonter les obstacles pour améliorer et transformer la société. Dans la conduite et la maîtrise du monde, l'audace n'est pas un programme. Elle nous englobe tous. Elle est une manière d'être, une attitude face à l'action. Cette année, la Cité de la Réussite vous invite à découvrir, partager ou renouer avec l'audace. Et bâtir quelque chose ensemble. On est engagé parce que vivre, c'est choisir. Ça veut dire prendre des risques. La réussite ou le succès, c'est une succession d'échecs qu'on surmonte, qu'on contourne. Il faut apprendre à apprendre. J'ai un rêve d'élever l'humanité par la danse. Quelle est l'œuvre d'art qui a pu transformer les gens autant que, je ne sais pas quoi, les 35 heures ou la retraite? Si ce n'était plus la solution McDonald's qui triomphait. Manger la même chose, penser la même chose dans tous les domaines, ça c'est le contraire de la cohésion. Cette mondialisation est au contraire une grande source de diversité. Je crois aux intelligences collectives. On fait partie d'une unité qui s'appelle l'humanité. Je pense qu'on manque plutôt de tolérance souvent. On peut respecter quelqu'un qu'on n'aime pas, on ne peut pas aimer quelqu'un qu'on ne respecte pas. La France doit comprendre qu'elle est multiple et que la différence est une chance. Chacun sait qu'il constitue un maillon et que si ce maillon faiblit, tout s'écroule. La lâcheté générale à l'égard de la responsabilité politique. Mais l'idée, c'est d'installer que les hommes politiques sont complètement déconnectés des réalités. Nous sommes entrés dans un nouveau siècle et déjà il est en danger. L'expérience, c'est une lanterne qu'on a dans le dos et qui éclaire le chemin parcouru. La lutte contre l'incertitude, c'est ça notre destin. L'avenir va être absolument passionnant. Bonjour. Bonjour et bienvenue dans cet amphithéâtre de la Sorbonne. Je me présente, je suis Thierry Keller, le rédacteur en chef du magazine Uzbek Erika, et c'est moi qui vais animer cette table ronde pendant 1h30 où nous allons essayer de faire preuve donc d'audace, d'optimisme et d'aimer l'avenir. Le thème d'aujourd'hui est l'éducation, l'audace de tout changer. Je pense, en tout cas c'est un petit peu le présupposé de cette table ronde, que c'est spécifiquement dans le domaine de l'éducation que précisément les choses peuvent bouger, évoluer, parce que c'est là qu'il se passe beaucoup de choses. Très rapidement, évidemment, c'est la révolution numérique et c'est Internet qui modifie complètement nos manières d'enseigner, d'apprendre, mais c'est aussi dans l'éducation à la fois dans le secondaire mais aussi dans le supérieur. C'est évidemment la grande mobilité de tous les étudiants, c'est l'internationalisation des manières d'apprendre, et c'est cette espèce de grand magma collectif, cette espèce de grand accès à la connaissance qui nous permet aujourd'hui de pouvoir dire peut-être qu'on peut avoir l'audace de tout changer. En tout cas, ce sont des questions fondamentales auxquelles nous allons tenter de répondre pendant 1h30 avec donc nos 3 invités que je vous présente.
À ma droite, Jacques Biot, qui est président de Polytechnique. Bienvenue à vous. À ma gauche, Luc de Brabander, mathématicien, philosophe, énormément de choses aussi. Je pense qu'il se présentera lui-même. On reviendra aussi peut-être sur vos parcours respectifs. Et puis, tout au bout de cette table, Marie Drilec, direct à l'extrême gauche. Je crois qu'il va y avoir quelques débats. À l'extrême gauche de cette table, donc, le camarade Drilec. Marc Drilec, directeur général du groupe Ionis. Là aussi, en tant que praticien et à la fois en tant que penseur et en tant que praticien, je pense que vous aurez énormément de choses à nous dire. En particulier, en quoi ces nouvelles manières d'apprendre, ces nouvelles mobilités bouleversent les contenus, mais aussi les méthodes. On parle, vous savez, en ce moment aux États-Unis de fin de l'apprentissage obligatoire de l'écriture cursive. Qu'est-ce que ça signifie? Comment nos enfants vont-ils apprendre? Est-ce que, comme aujourd'hui valorise François Hollande, faudra-t-il apprendre le code à l'école? Je crois que dans le groupe Ionis se trouve l'école Epitech, qui forme des codeurs et des développeurs. Quel va être le rôle des enseignants? Quel va être le rôle des enseignés? Peut-on apprendre tout au long de sa vie? Comme le disait Michel Serres, qui écrivait Petite Poussette, dans le temps, les professeurs enseignaient 95% de leur propre savoir à des gens qui étaient des ignorants. Aujourd'hui, un professeur enseigne environ, ça c'est les chiffres de Michel Serres, hein, environ 5% de son propre savoir, et l'apprenant est aussi un enseignant. Et donc cette espèce de bouleversement des rapports et de la relation entre le maître et l'élève sera aussi, à mon avis, quelque chose qui sera abordé avec nous. Première question, peut-être, je me tourne vers vous, Monsieur Biot. Vous êtes donc à la tête d'une prestigieuse école polytechnique qui à la fois incarne une certaine tradition et en même temps qui continue à exister, à se projeter dans l'avenir. J'en profite pour saluer ici nos étudiants panélistes qui sont au premier rang et dont certains proviennent de vos propres rangs. J'espère qu'ils vont bien se tenir à votre égard. On va avoir un petit échange d'une demi-heure. Ensuite, on va laisser la parole aux panélistes. Et puis, évidemment, on va se garder du temps pour que chacun de vous, chacun de ceux qui ont des choses à poser à nos intervenants puisse avoir le temps de le faire. Évidemment, dans 1h30, je ne suis pas sûr que chacun en aura le loisir, mais en tout cas, on va vraiment essayer d'équilibrer la manière de converser tous ensemble, parce que je crois qu'on est vraiment dans la conversation, on va essayer d'avancer plus que dans la polémique. Je vous laisse la parole. Monsieur Biot, Polytechnique, aujourd'hui, c'est quoi? Comment vous êtes impacté par cette révolution numérique? Comment vous vous placez dans une certaine forme de mondialisation dès lors que votre institution incarne quand même quelque chose de très ancré? Les uniformes de certains de vos élèves ici en attestent. Alors, les uniformes, c'est pour les repérer. Hein, je veux dire, c'est vraiment... bon, et donc, mais les élèves, effectivement, sont très attachés à l'uniforme, plus que nous l'étions dans ma génération. Alors... si vous voulez, la compétition internationale aujourd'hui, elle est terrible. Elle est terrible parce que, effectivement, pas seulement parce que nous faisons face les uns et les autres, toutes les institutions d'enseignement supérieur et de recherche, à une compétition qu'on évoquera, je crois, au cours du débat, par des méthodes numériques, par ce qu'on appelle les formations en ligne ouvertes à tous, mais aussi parce que dans notre vieux métier traditionnel qui continue à exister, et là aussi on pourra en parler tout à l'heure, nous sommes en compétition les uns avec les autres de façon beaucoup plus ouverte. De façon beaucoup plus ouverte parce que l'information circule, que des classements ont été mis en place et que donc pour les étudiants du monde entier, c'est un marché qui s'est ouvert, qui est donc un marché d'offres de formation, d'offres de connaissances, qui est beaucoup plus transparent dans sa qualité, dans les débouchés qu'il peut fournir, dans la qualité de la recherche qu'il produit. Et donc, oui, nous sommes impactés et nous nous sommes lancés dans une course très rapide et, j'allais dire, très agile vers la croissance pour rester en ligne avec la compétition internationale. Alors, on va y revenir. Je vais laisser la parole donc à Marie Drilec. Marie Drilec, vous êtes le directeur général de Ionis. Peut-être déjà le groupe Ionis a une certaine forme de cohérence. Qu'est-ce que le groupe Ionis et comment vous-même vous vous inscrivez dans, dans ce nouveau contexte? On est le premier groupe d'enseignement supérieur privé en France. On a à peu près 20 000 étudiants, une vingtaine d'écoles, des écoles d'ingénieurs, des écoles de commerce. Bien sûr qu'on est impacté. Je crois que la principale question est moins celle de l'impact que celle de la réception. C'est-à-dire,
Tous les jours, vous avez des innovations. Tous les jours, vous avez des nouveaux réseaux sociaux, des nouvelles technologies de l'enseignement, plein de choses. Et on n'est qu'au début. C'est-à-dire, si vous prenez ces fameux MOOCs, voilà, 2 ans, c'était la panacée, ce qui allait sauver l'enseignement. Alors peut-être vous pouvez revenir 2 secondes sur l'acronyme. Les MOOCs, ce sont des cours en ligne faits par des universités, et donc vous les suivez en regardant votre écran. C'est passionnant, surtout quand vous suivez ça pendant 20 sessions tout seul dans votre chambre. Ce qu'on appelle de l'onanisme d'une certaine manière. Donc je dirais, les MOOCs, c'était ce qui allait sauver l'enseignement. C'est ce qui allait sauver l'enseignement supérieur. 1 an après, quand on pense à tous ceux qui sont mis à les faire, 1 an après, on se dit oui, mais finalement, c'est pas ça. C'est les cooks ou les books ou les nooks ou les schmocks, si vous voulez. Donc je pense qu'il y a une espèce de course à l'innovation qui implique trois positions pour les écoles, quelles qu'elles soient. Ou vous la subissez en l'acceptant, et donc chaque jour il y a une nouvelle innovation, et chaque jour vous vous dites mais comment je fais avec l'ancienne qui vient d'arriver la semaine dernière, ou vous la refusez en masse en disant franchement nous on est formidables, et puis vous retrouvez un jour totalement dépassé, ou vous adoptez pour adapter. C'est ça qui est compliqué, adopter pour adapter. Parce que qu'est-ce que j'en fais ? Finalement, ce n'est pas la révolution numérique et toutes les transformations technologiques qu'on voit aujourd'hui dans l'ensemble des établissements universitaires et scolaires dans le monde ne sont pas en soi bons ou mauvais, c'est qu'est-ce que vous en faites. Et pour que vous en fassiez quelque chose de bien, il faut que déjà vous soyez clair sur à quoi vous servez. Quelle est la finalité de votre école, quelle est la finalité de votre institution ? On va y revenir après. Luc de Brabandière, vous-même, vous avez créé un MOOC, je crois, pour l'école centrale. Alors, MOOC, Massive. No offense. Massive Online Open Course, pour l'acronyme MOOC. Vous êtes un créatif, vous êtes un philosophe, un mathématicien, un voyageur. La liste serait extrêmement longue. Peut-être un jour, vous pourrez nous montrer votre carte de visite. Mais vous êtes surtout un créatif, et vous êtes peut-être, vous, alors là aussi, à la fois dans un vieux métier, celui de philosophe et de mathématicien, et en même temps, vous êtes un créatif et vous travaillez sur la notion de changement. Comment justement, cette espèce d'adoption pour adapter, vous la vivez vous-même, et comment vous êtes enseignant aussi, comment vous enseignez vous-même à vos élèves ? Moi, je crois qu'un bon point de départ, c'est une phrase de Kafka. Il dit « Dans un combat entre toi et le monde, parie plutôt sur le monde. » Et je dirais c'est une phrase qui m'obsède, parce qu'on a tous, y compris moi-même, envie de faire autre chose. On croit qu'on est bon, qu'on a tout trouvé. Non. On doit parier sur le monde. Et ce qui se passe dans le monde, c'est incroyable. Je voyage beaucoup, j'étais en Inde, etc. C'est incroyable. Et donc, la question du changement n'est pas oui ou non. Non, ça va changer. La question, c'est est-ce que je pilote ce qui m'arrive, ou est-ce qu'on me pilote ? Est-ce que c'est moi qui vais inventer la nouvelle forme, ou est-ce qu'on va me l'imposer ? J'appelle ça Eureka ou Caramba. Il y a 2 solutions. Et donc, moi, je fais tout pour que ce soit Eureka. Et la deuxième petite phrase, auquel je pense très souvent, c'est une phrase de Francis Bacon, philosophe, qui est le premier philosophe appliqué 1500 et des. D'ailleurs, on dit que c'est lui qui était Shakespeare, mais ça c'est autre chose. Il dit dans un texte, il faut obéir aux forces auxquelles on veut commander. Et c'est une phrase très riche, parce que... Est-ce que tout le monde prend bien des notes, parce qu'il y a beaucoup de petites phrases. Excusez-moi, je suis désolé. Ah oui, mais si c'est trop, je diminue. Pas du tout. Non. Il faut obéir aux forces auxquelles on veut commander, parce que dans une logique simple, obéir et commander, ça s'oppose. Si j'obéis, si vous commandez, j'obéis, si je commande, etc. Non, il faut aller au-delà des antagonismes, obéir aux forces auxquelles on veut commander. Et c'est plein d'optimisme. Les forces qui arrivent sur le monde de l'enseignement sont sans commune mesure avec ce qu'un pays, même comme la France, peut avoir. Mais par contre, il y a une solution. Il faut obéir à ces forces-là pour leur commander. J'ai un peu travaillé avec Bertrand Piccard, qui a fait le tour du monde en ballon. Il utilise toujours cette métaphore. Quand vous êtes au-dessus du Pacifique, vous devez tourner à droite. Votre force est rien du tout par rapport à celle du vent. Mais je peux aller me mettre là où le vent va me conduire à droite. Et donc, ce sont mes 2 petites phrases de départ, celles de Kafka et de Bacon. Merci. Je suis désolé, vraiment. À propos de commander, je me tourne à nouveau vers vous. Polytechnique est une école militaire. Comment, justement, cet esprit rigoriste
cette discipline que j'imagine vous enseignez à toutes les promotions qui passent par chez vous. Comment vous la faites percuter la modernité? L'exercice est intéressant parce qu'on est effectivement en train de changer de position par rapport aux élèves. Historiquement, effectivement, c'est une école militaire dans laquelle les élèves sont quelque part les subordonnés du général. Bon, comme vous le voyez, je ne suis pas général. Et depuis 2 ans, l'école est rentrée dans le monde civil. Alors, bien sûr, nos élèves restent des élèves officiers, mais le jour où ils arrivent, la première chose que je leur dis, c'est qu'ils ne sont pas là par hasard. Ils ne sont pas là juste parce que papa et maman avaient envie qu'ils réussissent le concours, parce qu'ils étaient brillants, etc. Mais je veux qu'ils soient là parce qu'ils ont choisi de venir à l'école. Et pourquoi est-ce qu'ils ont choisi de venir à l'école? Parce qu'ils sont nos clients. Et on est donc dans une relation où l'école n'est plus dans une logique de commandement vis-à-vis de ses élèves, mais dans une logique où, au contraire, on essaye de tout faire pour les satisfaire, puisqu'ils viennent chez nous dans un but bien précis, qui est d'acquérir un socle de connaissances, un socle de savoir-faire, un réseau aussi, parce qu'on n'a pas honte de dire que quand on rentre à l'école polytechnique, on va rentrer dans la communauté polytechnicienne qui a une certaine puissance. On est un X. Et c'est donc, comme d'autres dans ce pays, j'assume le réseau polytechnicien. Et donc, ils viennent pour acquérir cela. C'est un choix. Donc, ce sont des clients. Alors, ça n'empêche qu'effectivement, on leur enseigne des valeurs qui sont des valeurs immémoriales de l'école, qui sont le sens de l'intérêt général. Mais comme le monde évolue, que le monde évolue très vite, on a rajouté, et c'est ce qui fait que ça tombait très bien, enfin j'étais très heureux que vous m'honoriez en m'invitant à cette table ronde, c'est qu'on a rajouté un mot qui est l'audace, hein, qui est ce que les Américains appellent aujourd'hui d'un mot qui vient de l'hébreu, qui s'appelle la chutzpah, hein, c'est le culot. Il faut oser. Et donc, nous les élevons aujourd'hui dans cette logique qui est celle où ils sont là, parce qu'ils ont choisi d'être là, qu'ils sont là pour déterminer leur vie, et qu'il faut qu'ils déterminent leur vie, bien sûr, en conservant le sens de l'intérêt général, et ça, c'est le sens du rattachement au ministère de la Défense, mais aussi en ayant le culot de prendre des risques et de se lancer dans des aventures entrepreneuriales. Donc, il monterait dans cette fameuse montgolfière Je pense qu'ils monteraient, et puis ils sauraient très bien calculer, parce qu'ils sont très bons mathématiciens, entre autres, mais ils sauraient très bien calculer l'étage où il faut s'arrêter pour aller dans la bonne direction. Je vous remercie beaucoup. D'ailleurs, les polytechniciens, vous aurez l'occasion de peut-être aussi de témoigner de ce point de vue-là. Pour répondre à la question, est-ce que, avant de donner justement la parole, l'audace de tout changer, mais je vous la pose de manière assez macro, mais changer quoi et pourquoi faire? On a bien compris l'esprit qui nous anime, on est plutôt favorable à demain, entre guillemets, mais pour faire quoi? Je pense notamment au rôle de la France, dont on dit souvent qu'elle est mal classée hein, dans les classements internationaux. Alors on dit, bon, bah, c'est pas grave parce que c'est celui de Shanghai. Mais vous êtes belge. Marc Drilec. Et moi, j'ai un voisin belge. Vous n'êtes pas neutre. Comme j'ai un voisin belge, moi, c'est pareil. Je ne sais pas, parce que cette question de tout changer, il y a quelque chose. Le thème, c'est l'audace. Donc, essayons d'être un peu audacieux et pas de sortir les propos convenus habituels en disant il faut être audacieux. Je ne sais pas si aujourd'hui être audacieux, c'est accepter de tout changer. Voilà. C'est-à-dire que je pense que parfois, on peut se dire il y a des trucs qui sont en papier, il y a plein de mots et des chiffres dedans. Ça, c'est tout doux à la main, ça s'appelle le livre. Voilà. On peut expliquer à des gens que le livre, c'est pas mal. Et que c'est audacieux aujourd'hui de dire que c'est bien de lire. Alors que finalement, ce qui est bien, c'est de dire ouais, c'est de la merde, lire, c'est vieux, c'est ringard et tout, c'est mieux de faire des SMS. Je ne le pense pas. Voilà. Donc, ça veut dire que je crois qu'il faut faire attention dans cette notion d'audace, dans cette espèce de formidable amour qu'on a sur les technologies et le futur, à pas tout mélanger. Je ne reviens pas au fait qu'en 1944, quand on étudiait l'atome, on étudiait à la fois pour le bien de l'humanité et pas nécessairement pour le bien de l'humanité. Donc, je ne vais pas faire moi un cours sur la philosophie du progrès et de la technologie, mais je dis attention, je n'arrête pas d'entendre des gens qui tous les jours m'appellent en me disant on a un super truc, vos étudiants ils vont apprendre en 5 minutes quelque chose, ils vont pouvoir ranger là. Je dis un instant, un moment, on calme. Peut-être qu'il faut réfléchir sur la notion même de changement, non pas en des termes qui sont des termes technologiques, mais en des termes qui sont des termes, finalement, comme vous dites tout à l'heure, vous avez des clients. Un client, il faut qu'on le satisfasse bien dans la durée et pas simplement dans l'instant. Est-ce que toutes ces technologies sont utiles? Est-ce que toutes ces technologies vont remplacer des anciennes pratiques bonnes ou mauvaises? Est-ce qu'à un moment donné, être, je dirais, engagé, comme nous le sommes tous dans l'enseignement, dans l'éducation, ce n'est pas avoir un point de vue qui n'est pas nécessairement celui
vers où les médias et vers où, je dirais, le monde économique nous pousse aujourd'hui en nous disant, voilà, globalement, le demain sera formidable, on aura tout sur l'ordinateur, vous serez chez vous à faire ce que vous voulez, pardon pour ce que j'ai dit tout à l'heure, mais enfin je le pense quand même, et donc vous serez chez vous tout seul pendant 3 ans derrière votre écran, c'est génial. Oui, il ne faut pas tout changer. Il ne faut certainement pas tout changer. Pourquoi a-t-on en France et en Belgique un tellement extraordinaire système d'enseignement? C'est parce qu'il y a 50, 60, 100 ans, il y avait un certain nombre de personnes sur base d'un système de valeurs. Qu'est-ce qu'une valeur? C'est une idée que l'on se fait de ce qui est souhaitable. Et par exemple, l'accès pour tout le monde, etc. Eh bien moi, les valeurs, il ne faut surtout pas les changer. C'est sur ces valeurs-là qu'il faut réinventer. Et ce n'est pas du tout la même chose. La solidarité, par exemple, qui est aujourd'hui, eh bien, mes parents, mes grands-parents, probablement qu'on avait la même valeur. Mais la manière dont ça se traduit, il y a 100 ans, on faisait la soupe populaire ou je ne sais pas quoi. Aujourd'hui, on fait des accès par Internet. Mais c'est une traduction de la même valeur. Il en va de même de l'enseignement. Il faut surtout ne pas toucher aux valeurs. Et c'est un grand combat de se battre. Mais il faut accepter que les forces sont telles que la traduction de ces valeurs je dirais en pratique, en concret, va être très différent. Vous parliez de l'ignorance tout à l'heure, et je connais un peu Michel Serres. Eh bien, même l'ignorance n'est plus ce qu'elle était. Je crois qu'il y a 100 ans, l'ignorance précédait la connaissance. Et donc, j'avais un problème d'ignorance, et j'allais essayer de le résoudre en connaissant. Eh bien, aujourd'hui, il y a une forme d'ignorance qui apparaît au-delà de la connaissance. On est arrivé à une espèce de nouveau type d'ignorance. Je vais faire un petit test avec vous ici, regardez. Ici, j'ai un paquet que j'ai piqué là, que je remettrai. Bon, ici, bon. Si je vous demande quelle est la distance entre là et là, c'est-à-dire la diagonale qui transperce, de là à là. J'ai mon micro, ça m'embête. Bon, imaginez que vous avez une règle. Hein. Donc, la première idée qui vient, surtout chez Polytech, Pythagore. Bon, et c'est parti. Excusez-moi, mais ce que je crois. Bon, on fait Pythagore. Eh bien, alors, je fais ce test tout le temps. Je l'ai fait l'autre jour au comité de direction d'une grande banque. La première idée qui est venue, c'est on appelle quelqu'un. Donc, et donc, forcément. Et donc, alors, on peut avoir des... Je vais vous donner une autre, ce que c'est l'ignorance. Il y a une des questions, c'est est-ce qu'on peut enseigner la créativité? Mais non, parce que la créativité, c'est l'ignorance. C'est justement, il y a un knowledge management au BCG fabuleux. Moi, je suis responsable de ignorance management. Comment est-ce qu'on fait pour gérer ce qu'on ne sait pas? Et par exemple, imaginez quelqu'un qui ne connaît pas Pythagore et qu'il n'y a personne à qui téléphoner. Qu'est-ce qu'il fait? Eh bien, il fait ça. Il fait ça. Il met ça. Il fait comme ceci. Il bouge d'une longueur et il mesure ici avec sa règle. Eh bien, ça, c'est le triomphe de l'ignorance. Waouh. Et ça fait combien? Bon, reprenons Non, mais reprenons sur Michel Serres, parce qu'il est évidemment, on est sur cette question-là. Moi, j'ai une appli qui permet de mesurer comme ça. C'est lui le tech. Alors... Inventé par mes étudiants. Vos étudiants, d'ailleurs, qui... Bon, d'accord. Qu'est-ce qui se passe dès lors qu'on a externalisé notre cerveau? Je vous pose un peu la question à tous les trois. Dès lors qu'on a externalisé nos cerveaux et nos connaissances sur des devices, sur des ordinateurs, sur des applis, qu'est-ce qui se passe le jour, justement, où on n'a plus ce quelqu'un à appeler, le coup de téléphone d'un ami, ou bien la grande réserve mondiale de connaissances contenue dans, grosso modo, dans Google et Wikipédia? Est-ce qu'il existe encore des savoirs fondamentaux? On ne va pas du tout externaliser les cerveaux. Ah bon? On n'a pas du tout. On m'a menti. Non, on n'a pas du tout. Au contraire, je veux dire, non, je veux dire, on externalise des bits. Je veux dire des bits, des 0 et des 1. Désolé, après Monsieur Drièche. Vous allez faire un malheur sur Twitter, hein. Un malheur. J'ai même le message XX extériorise les bits. Vous étiez en train de parler d'ordinateur.
Absolument. Donc on externalise des connaissances, mais pas les cerveaux. Il y a quand même une certaine forme d'externalisation des connaissances et qui nous permet justement peut-être de libérer de la place dans nos cerveaux pour justement avoir plus de plasticité ou peut-être de nous intéresser à des choses. Par exemple, le fait de plus calculer ou le fait d'aller chercher une information nous permet peut-être ensuite de vérifier tout ça. Et un petit exemple, la Finlande, par exemple, permet à certains de ses bacheliers d'utiliser Internet. On a Wikipédia à disposition et puis ensuite, on n'a plus qu'à prouver à nos examinateurs qu'on sait se servir des connaissances. Voilà. Bien sûr qu'il y a des savoirs fondamentaux, et c'est là qu'on va devoir aller, et on va le faire ensemble. En fait, parmi les méga-tendances, ce qui se passe, il y a l'explosion du savoir, le volume. Et ça a commencé bien avant la technologie. Déjà à l'époque de l'encyclopédie, on voyait, il fallait mettre 50 autour d'une table. Donc, c'est pas neuf. C'est quand même extrêmement violent. En 1900, un professeur de mathématiques qui voulait enseigner les maths à l'université était supposé connaître l'ensemble des mathématiques. 120 ans plus tard, on estime qu'il doit 3-4%, il peut être professeur. Donc, ce qui veut dire, prenons à la grosse brosse, en gros, le savoir mathématique a été multiplié par 20 sur un siècle, ce qui est quand même pas énorme. Donc, on doit prendre des mesures. Il y a des conséquences énormes, ils ne se comprennent plus. Moi, j'ai la fille d'un ami, elle est docteur en maths. Je ne comprends pas le titre de sa thèse, alors que j'ai fait 11 ans de mathématiques. Le titre ? Alors elle m'a expliqué, il faut 3-4, alors finalement je raccroche. Donc il y a vraiment, il faut par rapport au savoir et au volume, il y a un double effort à faire. En fait c'est comme du sable ou du ciment, il faut ferrailler le béton. Il y a des liens horizontaux de type analogique à travers les cloisons, via les biographies des gens, et puis des liens verticaux de type conceptuel. Ce qui va nous sauver, c'est les concepts. Et ça va nous sauver deux fois, parce que d'abord, on va avoir du boulot, les machines ne peuvent pas le faire. Une machine ne peut pas conceptualiser. Et ça, c'est très important. On parlait des machines. Qu'est-ce que c'est conceptualiser ? La partie essentielle du concept, c'est l'oubli. Je dirais, le mot restaurant, le concept de restaurant est possible quand vous oubliez l'écrasante majorité des détails des endroits où vous avez été mangé. Et tout à coup, vous avez le concept du restaurant. Une machine ne peut pas oublier. Or, l'oubli est nécessaire au concept. Donc, voilà, moi je crois que les savoirs fondamentaux, c'est le savoir conceptualisé. Là, et bien sûr, c'est pour ça que la philosophie peut être tellement utile. Là, il y a un art fondamental qui, de toute façon, est impossible sur une machine qui ne peut pas oublier. Vous avez quelque chose à rajouter, peut-être ? Là, je vais être sérieux. Non, mais je pense que ça pose la définition même des institutions et ça pose la question actuelle et sans doute future, celle de la crise d'un certain nombre d'institutions dans l'enseignement qui considèrent toujours que finalement, ce qui est essentiel pour elles, c'est la transmission des connaissances. Et à partir du moment où effectivement vous considérez que votre raison d'être sur Terre, c'est de favoriser la transmission des connaissances, vous êtes extrêmement concurrencé par ce qui a été mis en place depuis 20 ans dans le monde du numérique. Alors bien sûr, un enseignant pourra toujours expliquer devant ses étudiants qu'il parle du président Johnson, alors que sur Wikipédia, votre étudiant risque de prendre le type pour un basketteur. Oui, ça peut arriver, mais globalement, le rôle aujourd'hui des institutions modernes d'éducation, et y compris les institutions supérieures, n'est pas de transmettre des connaissances. Je crois qu'il est ailleurs, et je crois que c'est là où soudain l'humain revient. L'humain revient de moins en moins dans les connaissances, parce que c'est vrai que Wikipédia, globalement, assure un certain nombre de missions, de connaissances pures, de qu'est-ce que, où ça se trouve et comment. Mais qui va assurer aujourd'hui le fait de vivre des expériences ? Vivre des expériences. C'est-à-dire, je me forme parce que je vis des expériences. Je me forme parce que je vis en relation avec les autres. Je me forme parce que j'ose, ce que vous venez de dire. Parce que je crée. J'ose créer. Je me forme parce que j'apprends à apprendre. Aujourd'hui, c'est bien d'apprendre, mais c'est apprendre à apprendre. C'est également assumer sa citoyenneté. On n'est pas simplement, à 18 ou 20 ans, quelqu'un qui est destiné à apprendre. On est aussi quelqu'un qui est destiné à agir. Et donc, qui va assumer dans la société ces fonctions-là ? La famille ne s'en occupe pas, l'État ne s'en occupe plus. Quant aux institutions classiques, elles ont un peu le plan dans l'aile. Et ben, ce sont les institutions, je dirais, de l'enseignement supérieur moderne, quelle qu'elle soit, et d'autres qui doivent se charger de cela. Parce qu'une société, c'est avant tout réussir le vivre ensemble des gens pour le meilleur de tous et pas simplement l'apprentissage des connaissances. Est-ce que ça ne pose pas, M. Biot, la question du prof ?
on voit bien qu'il a moins peut-être à enseigner, plus à apprendre. Est-ce que dès lors, on n'est pas confronté à une sorte de starification du professeur avec tous ces... cette mise en concurrence entre les profs qui... non, pas tarification. Starification. J'ai dit starification. Tarification. Non, peut-être aussi d'ailleurs. Parce qu'il y a forcément une mise en concurrence. Est-ce qu'on n'est pas en train d'attirer les meilleurs profs? Est-ce qu'il n'y a pas une sorte de course à l'échalote avec, y compris sur le terrain mondial, des profs comme il y aurait des gourous? Il y a ça, mais pour revenir sur apprendre à apprendre, ça fait longtemps qu'on dit qu'il faut apprendre à apprendre. Hein. C'était la grande vision de notre maître à l'école des mines, Claude Rivelyne. Je veux dire, je crois qu'aujourd'hui, il faut aller plus loin. Il faut aller plus loin. Et pour reprendre votre question sur l'externalisation des cerveaux, au contraire, nos étudiants, qu'est-ce qu'on leur apprend? On leur apprend juste pas à apprendre et à apprendre à apprendre. On leur apprend à produire de la connaissance. Parce qu'on est arrivé dans une période où le métier de nos institutions, c'est pas seulement de partager des connaissances, c'est de les produire. Et c'est ça qui fait la richesse des grandes institutions de recherche mondiales, c'est qu'elles sont productrices de recherche et que les jeunes, on les forme pas seulement en leur demandant de bien connaître leurs leçons ou de savoir résoudre des problèmes qu'on savait résoudre auparavant, mais on leur demande aujourd'hui d'apprendre à résoudre des problèmes qui n'ont pas de solution. Et ça, c'est quelque chose qui est assez nouveau. Ça suppose que aussi, on ait l'audace de leur enseigner l'échec. Ça, c'est quelque chose de nouveau. Surtout dans le système français qui était très tourné sur la réussite et où quand on ne réussit pas, c'est abominable. Non, aujourd'hui, ce qu'il faut leur apprendre, c'est effectivement à tester, à tenter, à produire des connaissances. Ces connaissances sont utiles, elles ne sont pas utiles, on les utilise. Mais il y a donc une vraie démarche pédagogique et dans laquelle, justement, l'ordinateur ne peut pas faire ça. L'ordinateur, je veux dire, par définition, vous savez bien qu'il fait ce qu'on, même s'il est de plus en plus perfectionné, même s'il sait de plus en plus avoir des apprentissages et se transformer en robot, mais il fait quand même des choses qu'on lui a appris à lui à faire. Les jeunes, on va leur apprendre une chose de plus. On va leur apprendre vraiment à créer et à prendre des démarches originales et à faire quelque chose qui n'a pas été fait dans le passé. Et ça, c'est vraiment toute l'originalité, je crois, de la démarche qu'il faut introduire dans l'enseignement supérieur français. Donc c'est ce qu'on fait chez nous, c'est ce qu'on peut faire dans n'importe quelle institution. Et je crois que c'est très important parce que c'est vraiment un changement par rapport à la culture de l'échec, enfin à la culture de la réussite qui fait que l'échec n'est pas accepté. Là, tout à l'heure, dans le jingle, là, dans le petit clip de départ, quelqu'un évoquait l'échec. Oui, je crois qu'une des grandes audaces qu'on peut avoir, hein, sans tout changer, comme disaient les autres orateurs, mais une des grandes audaces qu'on peut avoir, c'est d'apprendre aux gens à échouer et à en tirer des leçons et à reproduire quelque chose de nouveau et à créer de nouvelles connaissances. Peut-être d'ailleurs qu'il faudrait renommer nos journées. À propos de... Je vais vous laisser la parole, jeunes étudiants brillants. Mais juste une petite question, justement, peut-être à vous, Marc Drilec, sur le mode de recrutement des étudiants. Mon voisin de droite disait les solutions, leur apprendre des solutions. Est-ce que vous n'avez pas le sentiment, notamment dans les écoles de commerce, qu'il y a une modification du profil de l'étudiant qui vient se présenter et que justement on vient peut-être aussi plus dans vos écoles pour, entre guillemets, changer le monde? Est-ce que vous avez noté cette modification du profil? Avant, on venait peut-être un peu pour... certes pour réussir, pour faire de l'argent. Est-ce qu'aujourd'hui, on n'est pas un peu dans cette nouvelle phase de l'économie qui serait peut-être une économie plus en direction collaborative ou en direction des autres? En tout cas, ça l'est nettement moins que ce que les médias racontent. C'est-à-dire que le Woodstock aujourd'hui est dépeint par les médias où tout le monde partage tout. Je ne suis pas sûr que tous les étudiants rentrent aujourd'hui en voulant tout partager. Il y a le discours, il y a la réalité des choses. Et il y a aussi cette espèce de fantasme. Non, je pense qu'aujourd'hui, les étudiants qui rentrent dans toutes les écoles, quelles qu'ils soient, ne sont pas fondamentalement, je dirais, différents dans leurs aspirations. La seule chose qu'ils n'ont pas envie, c'est de s'emmerder. Voilà. Ils n'ont pas envie de s'emmerder 5 ans ou 3 ans dans un lieu. Ils ont envie de vivre des choses et ils sont dans une culture qui est effectivement beaucoup plus orientée sur qu'est-ce que je vais faire que qu'est-ce que je vais apprendre. Et le rôle des institutions n'est pas de leur imposer aujourd'hui un modèle, mais elle est d'apprendre d'eux un certain nombre d'aspirations qui sont parfaitement légitimes aujourd'hui. Je peux rajouter, en fait, moi j'ai vécu 40 ans dans les entreprises, et on voit un mouvement, une lame de fond. Dans les entreprises, il y a 2 parties. Il y a une partie où il y a des chiffres, la comptabilité, les process, les stocks, l'informatique. Et il y a une partie où il n'y a pas de chiffres. Les relations, le stress, la motivation, l'image, la créativité. Et qu'est-ce qu'on constate aujourd'hui? C'est qu'il y a
la concurrence se déplace. On ne se bat plus sur les chiffres. Je ne crois pas qu'une voiture Renault consomme plus ou moins qu'une Peugeot. Sur les chiffres, bon, il n'y a plus vraiment moyen de faire la concurrence. La concurrence s'est déplacée sur les valeurs non chiffrées, sur les individus. C'est ce que vous disiez tout à l'heure. Ce que l'homme, la femme est capable de faire. C'est là que tout se joue. Et là, il y a un danger. Comme il n'y a pas de chiffres, il y a un risque qui s'appelle le café du commerce. On va faire un gros effort, on va s'améliorer, c'est très bien, etc. Eh bien, le métier, en tout cas, que moi je fais, c'est la lutte contre le café du commerce. C'est-à-dire, et je crois que les étudiants peuvent arriver meilleurs là-dedans, le monde des chiffres, il est géré, et je crois qu'un jour, ce sera totalement par les machines. Tout va se jouer chez les gens. Ce que les machines ne peuvent pas faire, oublier, inventer, sortir de modèles, etc. Il y a un danger, c'est de prendre la technologie de manière passive. Si on croit que le futur, c'est le passé plus la technologie, on se plante. Ma grand-mère avait une Peugeot 203, oui, je crois. Il y avait une flèche, 2 flèches d'ailleurs. Je m'en souviens bien, je l'ai cassée, donc j'ai un bon souvenir. En fait, qu'est-ce que c'est une flèche ? Eh bien, c'est des gens qui n'ont pas pensé. Avant, il y avait le conducteur, il sortait son bras. Bon, on dit c'est un peu dommage quand il pleut et tout mouillé, puis s'il y a un type qui passe en l'autre côté, bon, et donc on a cru que le progrès, c'était de faire un bras automatique. Bien sûr que non. C'est un clignoteur. Un clignoteur, c'est pas un bras amélioré, c'est vraiment ce que vous dites, c'est inventé. J'ai lu un truc très intéressant. Vous savez, les tout premiers wagons de chemin de fer, il y a longtemps, il y avait une porte par compartiment. Je ne sais pas si vous avez déjà vu ça dans des... Une porte par compartiment. J'ai voulu savoir pourquoi. J'ai acheté un livre sur les wagons de chemin de fer. Vous direz, il y a des gens qui ont du temps, hein, mais ça c'est vrai. Bon. Donc, vous voulez dire pour le lire ou pour l'écrire? Pour l'écrire, alors moi je l'ai encore lu. Et le type, qu'est-ce qu'il explique? Il a retrouvé des plans où on montre que le premier wagon de chemin de fer a été pensé comme une multiplication de diligences. Qu'est-ce qu'une diligence? Ah bien oui. Le Deschamps peut le faire passer, on voit bien. Une diligence, c'est quoi? 2 banquettes face à face et 2 portes. Eh bien, on va faire une méga diligence, parce que maintenant, j'ai plus un cheval, j'ai une locomotive. Une grande truc. Eh bien non, un wagon, c'est pas une méga diligence. On se repose la question, qu'est-ce que c'est, etc., etc. Voilà. Jeunes gens, vous êtes prêts? Vous avez, j'imagine, révisé? Alors sortez vos cahiers de texte et un stylo rouge. Vous avez des questions, j'imagine, à poser à nos invités. Vous avez potassé, je le sais. Vous avez une liste de questions. Je vous autorise exceptionnellement à poser aussi des questions que vous n'avez pas préparées. Bonjour. Est-ce que vous pouvez vous présenter? Oui, Geoffrey Négéard, étudiant à l'école polytechnique en 2e année. Vous parlez tous les trois de compétition internationale, de valeurs, etc. Est-ce que s'aligner sur justement les classements étrangers qui ne reflètent pas les valeurs du système français, est-ce vraiment audacieux? Et ne devrait-on pas insister sur les forces et les particularités de notre système? Une question patriote. Patriotique. Qui veut répondre? Je vous en prie. Bon, l'école est un peu touchée puisqu'elle est effectivement dans les classements, qu'elle n'est pas bonne dans le classement de Shanghai pour un certain nombre de raisons. Essentiellement parce que le classement de Shanghai, c'est un peu comme la 203, c'est le rétroviseur, hein, ça regarde le passé, et que pour changer le passé, jusqu'à maintenant, ça s'est avéré assez difficile. Donc, bon, la capacité à refaire naître des prix Nobel dans le passé est pas encore à notre portée. Bon, les autres classements sont des classements intéressants parce qu'ils s'intéressent à l'employabilité des étudiants. Donc, il ne faut pas les ignorer, et je crois que il ne faut pas jouer la fable du renard et des raisins vis-à-vis des classements. Les Français ont eu tendance à dire classement, c'est pas pour nous, et donc c'est la faute des classements, ils sont pas bons, ils sont trop verts et bons pour les goujats. Non. Donc, clairement, il faut travailler pour essayer de progresser dans les classements, ce qui ne veut pas dire qu'on renonce à nos savoir-faire. C'est-à-dire qu'il faut effectivement développer ce qu'on fait de mieux, et puis en même temps essayer de gagner ce que nos concurrents savent faire bien, et en particulier un certain nombre de, j'allais dire, un rayonnement international de notre recherche sur lequel on peut développer les choses. Donc c'est surtout une question des critères en fait. C'est une question des critères, mais vous savez, les Français sont très bons, effectivement, sur un certain nombre de choses, mais par contre, pour décortiquer les critères et se mettre dans des classements, les écoles françaises n'ont pas très bien su faire jusqu'à maintenant. Alors, il y a un classement où l'IX est très bon, hein, mais puis HEC aussi, et puis l'ENA aussi, c'est le classement de la production des dirigeants du Fortune 500. On n'en parle jamais de celui-là. Non, mais c'est quand même important. L'IX est 4e, HEC 5e et l'ENA 6e pour la production des dirigeants du Fortune 500. Bon, ce
quelque chose dont on parle jamais, mais les grands patrons... Vous êtes en 1 sur les Français. Donc, oui, absolument, absolument, et on est premiers européens. Et si vous mettez X et HEC ensemble, qui sont quand même deux écoles très sœurs et très, très proches l'une de l'autre sur le plateau de Saclay, on devient deuxième mondiaux. Donc, voilà. Donc tous les classements ne sont pas défavorables, et évidemment, on va s'appuyer sur ceux sur lesquels on est bon. À propos de notre génie national, et belge, non mais vous savez que nous sommes frères. Pour répondre à la question de notre jeune homme. Nous, on est premiers sur le classement des démerdards. C'est une valeur. Donc, sur le classement international, la seule chose, puisque nos écoles ne sont pas parmi les 2 ou 3 meilleures écoles en France, je crois simplement, et vous avez raison, vous voulez y être, il faut jouer le jeu. Voilà. Il y a un moment donné, si vous voulez jouer au foot, il ne faut pas toucher le ballon avec la main. Il faut comprendre ça. Si vous touchez le ballon avec la main, jouez pas au foot. Maintenant, si vous voulez jouer au foot, il faut suivre les règles. Les classements internationaux sont extrêmement étudiés, décortiqués, travaillés par des équipes, 10, 15 personnes dans certaines universités pour gagner chaque année des points. Vous voulez gagner, jouez le jeu. Vous ne voulez pas gagner, pleurnichez, mais n'allez pas accuser le système, puisque ce système, de toute façon, a été imposé. On aurait pu tout à fait au départ protester. Maintenant, il s'avère qu'effectivement, il y a un classement international, de la même manière qu'on peut ne pas aimer le film qui va gagner à Cannes, mais qu'aujourd'hui, dans le monde du cinéma, le film qui sort et qui a la palme de Cannes est considéré globalement comme un chef-d'œuvre, même si vous dormez pendant 3 heures. Ça ne change rien. 3h30. Peut-être quelque chose à rajouter, monsieur de Brabander, sur la... Non ? Une question à ma droite. 2 questions. Commencez par une première et on verra. Merci. Bonjour, je m'appelle Jeanne Yijun, étudiante de ESCP Europe. Donc, j'ai fini mes études universitaires en Chine avant de rejoindre ESCP Europe. Donc, j'ai pu vraiment comparer la différence entre les différents systèmes d'enseignement supérieur en Chine et en France. Et une chose qui m'a beaucoup frappée depuis mon arrivée, c'est l'élitisme en France. C'est pas du tout notre genre. Donc, en fait, je trouve que c'est intéressant de voir comment les étudiants des grandes écoles ont valorisé où leur CV passe partout dans les entreprises et les RH regardent uniquement le nom de l'école au lieu de ce que les étudiants ont fait ou les projets qu'ils ont vraiment accomplis. Donc, pour moi, c'est quelque chose de très particulier et très remarquable en France, beaucoup plus que dans d'autres pays. Donc, ma question pour nos intervenants, c'est que est-ce que vous pensez que c'est quelque chose qui est tellement incarné dans la culture française qu'il ne faut pas changer, ou bien qu'il faut plutôt introduire l'audace pour, je ne sais pas, pour... Merci. Ok, vous aurez votre deuxième question. Merci. Ici, il y a une standing ovation, vous pourrez parler encore plus longtemps. Merci. Et mais courte. Ok. Donc, la deuxième question, c'est qu'il y a 12 ans, on parlait encore peu des startups ou de l'entrepreneuriat, au moins dans mon école ou dans mon entourage, alors qu'aujourd'hui, je remarque qu'il y a plus d'incubateurs ou des jeunes diplômés des écoles ou des universités qui lancent leur propre entreprise. Est-ce que vous pensez que l'audace ou l'esprit d'entrepreneuriat, ça s'apprend ou ça s'enseigne dans les écoles ou les universités, où c'est quelque chose qui est propre à une personne. Donc, on ne peut pas vraiment apprendre l'audace chez les étudiants. Merci beaucoup. À propos peut-être un élément de réponse, il y a entreprendre et entreprendre. Aux États-Unis, bon, je vais beaucoup, quand on prend Bill Gates ou Zuckerberg et d'autres, ils ont commencé leur start-up avant la fin de leurs études, avec le support de leurs professeurs. Moi, je dis à mon fils, tu commences par terminer, et puis on verra. Et je crois qu'en France, c'est la même chose. Et donc,
il y a start-up et start-up. Dans l'audace, je crois que ce n'est pas tellement lancer une entreprise, c'est d'aller jusqu'à la lancer avant d'avoir son diplôme. Il y a là vraiment un autre monde. C'est tout le problème de l'échec. On dit les concepts ne sont plus ce qu'ils étaient. L'ignorance n'est plus ce qu'ils étaient. L'échec non plus. Qu'est-ce que c'est un échec finalement? Qu'est-ce que c'est une mauvaise idée? Est-ce que c'est quelque chose de triste? Est-ce que c'est quelque chose de regrettable? Quelque chose qu'il faut éviter? Non, c'est la condition du succès. L'échec est la condition du succès. Je crois, j'ai un jour travaillé avec le patron de la R&D de 3M. Et c'était un groupe un peu comme vous. La première image qu'il projette, une fête. Des gens avec du champagne, des ballons, etc. Visiblement une fête. Et il demande à tout le monde, c'était chez Essilor ici à Disneyland, il demande aux 300 participants, que croyez-vous qu'on fête? Les gens disent le premier milliard de dollars du siècle. Non, non, non. On fête l'arrêt d'un projet. Alors, il y a eu un peu de... disant, eh bien oui. Et alors il a dit, vous voulez être innovant? Ben oui. Et quand on doit innover, on doit prendre des risques? Ben oui. Et quand on prend des risques, on ne réussit pas tout? Bien oui. Quelle plus belle preuve qu'on entreprend, qu'on innove, que le fait de l'échec? Et là, on voit qu'il y a encore du chemin à faire. Est-ce que vous avez le sentiment, Marc Drilec, qu'on vient dans vos écoles aussi pour entreprendre plus qu'avant? Je répondrai quand même à la question sur l'élitisme à la française. J'aurais préféré que Jacques Biot réponde avant, comme ça c'est lui qui aurait pris les coups et pas moi. Donc courage Fillon. Oui, c'est un pays très élitiste. Très très élitiste. Et vous avez intérêt à ne pas avoir fait Sciences Po Bordeaux, mais Sciences Po Paris. Sinon, vous crevez, vous êtes mort. Vous avez intérêt à avoir fait tel ou tel... Oui, c'est un pays qui crève par son élitisme et qui, malheureusement, n'a pas souvent réfléchi là-dessus parce que, tout simplement, voilà, you got the power et vous le gardez. Les gens qui ont le pouvoir ne le lâcheront pas. Donc, il y a aujourd'hui en France, non pas quelque chose qui, à mon avis, est un faux procès fait à l'élitisme, c'est-à-dire des gens qui reçoivent une formation brillante. L'élitisme est partout dans le monde. Vous croyez que c'est mieux aux États-Unis? Vous croyez qu'on choisit d'abord le type qui est à l'université de South Bronx plutôt qu'Harvard? Dans le monde entier, vous avez cet élitisme-là. La vraie question, c'est est-ce qu'il y a d'autres voies que ces voies-là? Est-ce qu'il y a d'autres possibilités de réussir que simplement cette espèce de voie considérée comme royale? Bon, je crois qu'en France, le débat sur l'élitisme n'est pas nouveau. Je pense qu'il existe quand même et qu'il y a des transformations. Je trouve qu'il ne faut pas non plus simplement se contenter d'un anti-élitisme primaire. Je crois qu'on a pas mal de comptes à régler avec nous-mêmes, qu'il y a des réglages à faire là-dedans, parce qu'on est quand même tous élitisme dans son domaine, y compris dans les usines. Vous êtes dans l'usine de telle ville, mais pas de telle ville. Vous êtes au-dessus des autres. Donc on a un petit problème français qui est le ranking. On adore ranger voilà, le premier, le deuxième, le troisième à l'école et le bonnet d'âne. Je répondrai sur la partie entreprendre. Oui, je crois que le rôle de nos écoles, en tout cas nous c'est ce qu'on fait, c'est de favoriser autant que possible le développement de l'initiative, de l'innovation et de l'esprit d'entreprendre. Je crois que c'est la responsabilité aujourd'hui dans un monde qui n'est plus celui du siècle dernier que d'aider non seulement à acquérir des connaissances, à se former, mais à avoir cette envie d'entreprendre, quelle que soit l'entreprise, et pas simplement la start-up. Quelle que soit l'entreprise, ça peut être autre chose qu'une start-up. Ça peut être un projet social, ça peut être un projet culturel, mais créer cette envie d'entreprendre. Nous, on le fait, par exemple, quand les étudiants partent à l'étranger pendant 6 mois, ils ne vont pas dans une université seulement, ils ont un projet export à faire, c'est-à-dire réaliser une mission export. On le fait parce que les 2 dernières années, dans un certain nombre de nos écoles, les étudiants sont sur un projet de fin d'études. On n'a rien inventé. Il y avait les compagnons du Tour de France qui ont créé ce qu'on appelle le chef-d'œuvre, et c'est quelque chose de formidable quand pendant 1 an ou pendant 2 ans, alors vous vous concentrez sur un projet qui, assez souvent, peut devenir un projet d'entreprise. Ou alors, on essaye à chaque fois que possible d'aider un étudiant à personnaliser son cursus s'il a un projet d'entreprise. La souplesse, la personnalisation de l'enseignement est aujourd'hui quelque chose d'essentiel à partir du moment où ce n'est pas seulement parce que vous avez envie de travailler moins, mais parce que vous avez envie d'avoir, et c'est ce qu'il y a de formidable chez nos étudiants aujourd'hui, les nôtres au sens, en France, pas simplement les nôtres, c'est cette capacité à vivre plusieurs vies que n'avaient absolument pas les étudiants il y a 20 ou il y a 30 ans. Il y a 30 ans, vous étiez étudiant, vous étudiez, vous finissiez les études, vous travaillez. Aujourd'hui, vous faites 4 choses à la fois. Alors parfois un peu trop. On a l'impression que ce n'est même pas un strabisme, c'est un quadristrabisme. Vous êtes à la fois, vous créez une entreprise, vous êtes sur une association, vous voulez faire vous êtes sur KissKissBankBank parce que vous voulez lever des fonds, puis en même temps vous étudiez, parce qu'il ne faut pas oublier que vous êtes étudiant. Mais c'est cette multiplicité
des sujets qui vous intéressent. C'est cette multiplicité des chantiers qui forment la richesse d'une jeunesse aujourd'hui qui est beaucoup plus tournée vers le monde de l'entreprise, de l'innovation et de l'initiative que ne l'ont été les jeunesses précédentes. Et ça, c'est ce qui donne de l'espoir, parce que l'audace, c'est facile de le dire, c'est plus difficile de l'accomplir et de le mettre en œuvre. Les gens audacieux sont ceux qui sont dans l'action, pas simplement dans le discours. Jacques Biot, est-ce qu'il y a un bon et un mauvais élitisme? Sur l'élitisme, moi je suis très détendu, vous savez, parce que quand je suis arrivé à la présidence de l'X il y a 1 an et demi, j'avais passé 11 ans comme président non exécutif d'une petite école des mines qui s'appelle l'école des mines d'Alès, et qui est une école remarquable, et que j'avais passé 11 ans à dire qu'il y a une vie en dehors de l'X, dans une école qui, tous les ans, forme 80 apprentis et 100 ingénieurs qui trouvent tous à se placer, et qui est une école qui joue un rôle fondamental dans le tissu social sur la région des Cévennes. Et pour ceux qui connaissent un peu Alès, maintenir une école là-bas, une école d'ingénieurs, c'est pas tout à fait évident. Donc, je crois qu'il ne faut pas confondre l'élitisme avec la quête de l'excellence. Et qu'effectivement, aucune raison de renoncer à la quête de l'excellence. Et d'ailleurs, tous les pays sont dans cette logique-là. J'étais à Shanghai il y a 10 jours. Je veux dire, selon le classement qu'on a dans le Gaokao, on ne sort pas dans les mêmes universités chinoises. Et nos partenaires de Jiaotong, je peux vous dire, ils ne prennent pas les gens qui ont en dessous d'une certaine note. Donc l'élitisme, il existe partout, c'est ce que disait Marc. Et là-dessus, la différence en France, c'est effectivement que jusqu'à récemment, mais je pense que ça change très vite parce que notre économie est confrontée à une économie globale très compétitive, c'est qu'effectivement, on avait le sentiment que sous prétexte qu'on avait réussi avec un certain diplôme, pour la vie, c'était assuré. Bon, ça, aujourd'hui, tous les élèves, même ceux des très grandes écoles françaises, savent que ça n'est pas vrai. C'est-à-dire que vous réussissez, mais derrière ça, il va falloir trouver un job. Le job, il n'est pas assuré et qu'il va falloir effectivement se battre toute sa vie pour rester compétitif. Et ça fait partie des choses que je crois les uns et les autres, on doit apprendre à nos étudiants. C'est très important. Bon, et donc, je crois qu'une fois encore, la France sort probablement de l'élitisme. On a évoqué, Luc, je l'avais évoqué tout à l'heure aussi, la question de l'échec. C'est-à-dire qu'il faut vraiment que l'ensemble du système français sorte de cette culture où si tu ne rentres pas à l'X, c'est abominable, ou si tu ne fais pas une grande école, c'est abominable. Non, mais encore faut-il que les universités aient l'audace de pratiquer l'orientation sélective plutôt que la non-sélection. Encore faut-il qu'on apprenne vraiment, une fois encore, cette culture du risque et qu'on apprenne à rebondir quand on échoue. Donc ça, c'est réponse à votre première question. Sur la deuxième, sur les startups, là-dessus aussi, il y a un vrai changement. Je pense qu'on peut attribuer ça peut-être à l'évolution des générations. Moi, je suis très attentif à ce que disent les psychiatres. Vous savez que maintenant, on est sorti de la génération Y et ceux qui commencent à arriver chez nous, c'est la génération Z, beaucoup plus généreux, beaucoup plus entreprenants, beaucoup plus curieux. Et franchement, moi, je vois nos étudiants, ils sont très intéressés par l'entrepreneuriat. On est en train de monter un centre d'entrepreneuriat avec un accélérateur, avec tout ce qui existe dans la communauté américaine ou dans les grandes communautés tournées sur l'entrepreneuriat. Et on a entre 10 et 20% de nos jeunes au minimum qui sont intéressés par ces questions-là et qui se passionnent pour ces questions-là. Quand vous permettez que ça existe, il y a un appel d'air en fait. L'appel d'air, il est très très fort et c'est très fédérateur, y compris sur les enseignants-chercheurs. Ça, c'est, si vous voulez, ce qu'il faut savoir, c'est que nous autres patrons d'institutions d'enseignement supérieur et de recherche, on a une arme et une seule pour imposer le changement, ce sont les élèves. Quand on discute entre présidents d'université, on se donne nos recettes. En fait, il n'y a qu'une recette qui marche pour faire évoluer le corps enseignant. Utiliser les élèves, parce que les élèves, c'est une vraie pression, ils sont précieux, c'est eux qui font changer les choses. Je peux rajouter un point. Bien sûr. Le développement de l'entrepreneuriat, de la passion d'entreprendre au sein de nos écoles et de toutes les écoles en France a un autre avantage qui est assez exceptionnel, c'est qu'enfin il permet de sortir de cet individualisme qui pendant longtemps a marqué l'enseignement en France. Parce que dès que vous êtes sur des projets d'entreprise, dans n'importe quelle université, dans n'importe quelle école, dans une école d'ingénieur ou de commerce, vous êtes à 2, vous êtes à 3, vous êtes à 4, vous faites appel à des experts, vous faites appel à des anciens, vous créez tout de suite un réseau et vous êtes dans une dynamique qui est à la fois beaucoup plus entrepreneuriale, mais surtout beaucoup plus collective. Et ça, c'est un avantage que nous sommes en train d'acquérir et qui nous manquait avant. Petit panel. Encore une question sur... je vous en prie. Merci. Après. Ensuite, on vous laissera la parole. Tous ceux qui ne sont pas au premier rang, vous êtes plus nombreux.
Moi, c'est Pierre Kio, étudiant en Polytechnique. Donc ma question concerne le doctorat et l'international. Donc nous, ici, on est tous des étudiants, on est jeunes, on aime bien voyager, on aime bien voir ce qui se passe ailleurs. Et quand on voyage, qu'on regarde le monde d'entreprise et le monde académique dans d'autres pays en dehors de la France, on se rend compte qu'il y a un phénomène de standardisation du PhD, c'est-à-dire que de plus en plus, on voit le doctorat se placer comme un diplôme banal. Et dans les entreprises et dans les académies, on a d'un côté les ingénieurs qui ont un PhD, les commerciaux qui ont un MBA, les gens qui ont les deux, et de l'autre côté, les gens qui n'ont seulement qu'un master. Et par contre, quand on revient en France et qu'on s'intéresse à ça, qu'on en parle à nos professeurs, on a beaucoup de contraintes niveau financement, puisqu'on a personne n'est prêt à payer quelqu'un pour faire une thèse, ou en tout cas pas autant que ce qui se fait à l'étranger. Et on a aussi beaucoup d'exigences en termes de recherche et de théorie, puisqu'on a l'impression que pour faire un doctorat en France, il faut absolument publier quelque chose de complètement innovant et complètement théorique, ce qui n'est pas vraiment le cas ailleurs. Et donc ma question, c'était sur le fait de changer l'éducation. Est-ce que la France est en retard? Et si oui, pourquoi? Et pourquoi est-ce que nous, étudiants français, on a à faire face à ces contraintes et ces exigences? Et pourquoi est-ce qu'on doit se sentir comme désavantagé par rapport au reste du monde? Ok, on a encore beaucoup sur la spécificité française, peut-être aussi un peu européenne. Est-ce que vous qui enseignez en France et en Belgique, peut-être vous avez quelque... D'accord. Ça a l'air inné pourtant chez vous. Encore sur la spécificité, est-ce que c'est plus compliqué finalement d'être étudiant en France? Ça a l'air d'être un parcours du combattant plus que si on était d'ailleurs. Je crois surtout qu'à travers cette question, il y a, et Jacques Biot, je suis persuadé, va aborder cela aussi, c'est l'internationalisation. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous ne pouvez plus penser, en ce qui concerne l'enseignement supérieur et à un certain niveau, votre diplôme comme étant un diplôme français destiné à travailler toute votre vie en France dans une entreprise française. Voilà. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous commencez vos études, malheureusement en vous disant vivre, travailler dans la région ou vivre, étudier, avoir mon doctorat puis rester sur place, non. La valeur aujourd'hui d'un doctorat est internationale. Les entreprises internationales demandent aux gens d'être totalement internationaux et donc se pose effectivement la question de la spécificité française, si on entend à travers cette spécificité française notre système d'enseignement. Il est totalement compétitif avec ce qui se passe dans le reste du monde, avec ses défauts, mais il est compétitif. Et par ailleurs, la formation internationale, l'esprit international que peuvent avoir nos étudiants aujourd'hui, je crois qu'on est là aussi dans une profonde transformation positive. Je crois que de plus en plus, nos étudiants n'ont plus de problème à aller travailler dans le monde entier, parlent de mieux en mieux anglais, une seconde langue, se débrouillent beaucoup mieux que les générations précédentes. Donc je ne crois pas que la question aujourd'hui du diplôme à Bac plus 8 ou plus 18, je crois que c'est pas vraiment... La vraie question, c'est est-ce que oui ou non je suis prêt par rapport à une nouvelle échelle qui est celle du monde et non plus celle de mon pays. Merci. Ouais, Luc, pardon, je me permets de... Est-ce qu'il existe un profil type de l'étudiant mondialisé, un peu à l'aise partout, polyglotte Oui, il regarde Game of Thrones. Non, je ne sais pas. Bah, peut-être. Disons, avant une petite chose. C'est évident que le jeu devient international, mais il est tout aussi évident qu'il n'y a pas encore d'arbitre formé pour arbitrer le jeu au niveau international. Et là, il y a un problème qui nous échappe. C'est exactement comme en fiscalité. Il y a un problème qui est dans tous les journaux aujourd'hui. On voit bien que les fiscalités sont gérées nationalement, alors que ça se passe au-dessus. Et il se passe exactement la même chose. Il y a un grand danger dans tout de ce qui est occupé à se passer, c'est l'absence d'arbitre. Dans l'affaire des MOOC, j'en ai enregistré un donc l'année passée, j'ai appris énormément. Il y a deux grands acteurs. Il y a Coursera, et enfin peut-être plus, mais en tout cas Coursera et EDX, qui sont... Moi, je suis chez Coursera. Bon, je demande, pour illustrer un de mes cours, une photo de l'homme sur la Lune. Bon, très bien, on écrit à la NASA, qui dit pas de problème et tout, puis il dit c'est pour qui? Il dit c'est pour Coursera. Ah non, vous pouvez pas. Mais si vous êtes chez EDX, vous pouvez.
soi-disant EDX est non-profit. Et Coursera est profit. On voit bien que ces concepts de profit, non-profit, ça n'a plus aucun sens. Et donc, tout ce qui est occupé à se passer, donc on a évoqué, ça se passe à un niveau international, on est tous bien d'accord, mais il n'y a pas d'arbitre formé. Ça, c'est mon premier... Et c'est très, très, très important. Bon. À propos, c'est sûr qu'il y a des profils, et nous, au BCG, on voit bien, ce sont les hybrides qui passent à travers tout, qui ont plusieurs nationalités, plusieurs langues. Regardez Carlo Ghosn ce matin. Et donc, il y a... Moi, c'est vu de l'extérieur. La Belgique a un avantage, on est hybride de naissance, nous. Donc, on est déjà avec un pied dans le monde germain, on en parle 2-3 langues, etc. Donc, on voit bien, il y a le profil, c'est l'hybride. Vous me faites un peu peur avec votre PhD, super PhD, machin, truc, parce que vous allez perpétuer le problème qu'on vient de décrire, qui est celui de l'élitisme. Il faut justement, je crois, un peu casser tout ça. Moi, je recommanderais, faites un deuxième diplôme dans un deuxième pays qui n'a rien à voir. Et personnellement, y compris le pays, y compris le diplôme. Moi, mes étudiants, en tout cas en Belgique, je dis ne faites pas de doctorat. Ne faites pas. C'est plus les docteurs qu'on engage dans les entreprises. Faites un autre truc, apprenez une autre langue, devenez hybride, soyez un peu de ci et un peu de cela. Et donc, pour répondre à la question, l'hybride. Oui. Est-ce qu'il y a une formation hybride plus Oui, bien sûr. Non, moi, je dirais, Toyota, je dirais qu'il y a un arbitre, c'est les employeurs. Mais simplement, c'est un arbitre qui est très distribué. Attends, vous avez vu les pratiques des employeurs? Vous avez vu Google qui va surgeler les ovules de ses employés pour les faire... Écoutez, oui. Ah non, si c'est les employeurs les arbitres, mais c'est épouvantable. Mais en même... Non. Mais en même temps, l'extrême gauche fait des émules. En même temps, ils prennent des petits Français qui se laissent pas congeler. Hein, donc bon, et je crois que c'est ça qui est important. Je pense, il faut pas passer beaucoup de temps sur une question technique, mais pour répondre à la question de notre étudiant, ça dépend beaucoup des disciplines. En fait, il y a encore des disciplines, la biologie, la chimie, où effectivement une thèse ça apporte quelque chose. Bon, parce que ce sont des industries dans lesquelles effectivement c'est de tradition. Et puis d'autres disciplines, mechanical engineering par exemple, où avec un master on va se débrouiller très bien. Ce qu'on voit effectivement aux États-Unis, qui sont souvent, alors il ne faut pas forcément les prendre comme un modèle, hein, mais ce qu'on voit aux États-Unis, c'est que de plus en plus, il y a des carrières courtes en matière d'enseignement. C'est-à-dire que de plus en plus, les étudiants sont à la recherche de trajectoires accélérées. Parce que c'est un pays dans lequel il y a de la croissance, dans lequel il y a de l'emploi, dans lequel il y a des opportunités, et que, c'est ce que nous disent aussi les chasseurs de tête avec lesquels on discute, et que donc nos collègues de Berkeley, nos collègues de Stanford sont en train de développer des masters qu'ils appellent des Terminal Masters, qui sont des masters professionnalisants, et nous on est en train de se mettre sur le même chemin d'ailleurs, parce qu'on essaye aussi un peu de coller à ce qui se fait, et dans lesquels effectivement ils vont plus faire aux étudiants les bac plus N étant grand. Mais combien ils vont facturer? Combien ils vont facturer? Parce que c'est là que ça va se jouer. Ils vont facturer cher. On est 50 fois moins cher qu'eux. Oui. Et donc c'est ça qui ne va pas. C'est ça qui va pas. Mais vous savez qu'il commence à maintenant, il y a des grandes études aux États-Unis sur ce que c'est que le TRI, quel est le TRI des études qu'on fait. Et parce que vous pouvez très bien actualiser le coût de vos études versus le surplus de salaire que vous avez en faisant ces études. Et aujourd'hui, il y a un discours de plus en plus important chez un certain nombre d'associations de consommateurs qui consiste à dire non, telle étude dans telle université n'est pas rentable. Alors, une dernière question de notre panel, et puis ensuite je vous laisse la parole. Oui, bonjour mademoiselle. Oui, ça marche. Oui, Alexandra Chamberlain, donc étudiante à HEC en Master 1. Je voulais élargir un petit peu plus le débat, parce que le titre c'est l'éducation. Là, on a parlé beaucoup d'enseignement supérieur. Et justement, il y a l'éducation, de plus en plus, c'est l'éducation continue. Enfin, on a de l'éducation de dirigeants. Enfin, je sais qu'à HEC, on a un MBA pour les exécutives. Et c'est également aussi revenir un petit peu plus en amont sur l'éducation des étudiants que vous recevez dans vos écoles. Et c'est quelle est l'audace et quel changement peut-on faire? Parce que justement, est-ce que c'est en amont de l'enseignement supérieur, peut-on quand même considérer des étudiants comme des clients, sachant que c'est des personnes mineures, c'est des personnes qui ne sont pas forcément autonomes? Et c'est vraiment élargir le sujet et poser des questions sur l'éducation véritablement et pas uniquement l'enseignement supérieur. Je veux bien me lancer. Effectivement, j'ai une sœur qui enseigne à des enfants de 10-11 ans. Là. On voit bien qu'il y a déjà des tas de choses très importantes qui se passent et que nous, on intervient presque parfois trop tard. Il m'a raconté une anecdote, c'est un enfant de 6-7 ans. C'était au cours de calcul, il fallait compléter la phrase « Le chat a 3 petits points pattes et l'oiseau en a... » Oui, c'est ça. Et donc, il fallait mettre 4 et 2. Et il y en a un qui avait mis « Le chat a mal aux pattes et l'oiseau en a de la peine ». Bon. Et donc, voilà.
Et donc, le problème, il est là. Hein. Il est là. Qu'est-ce qu'on doit faire avec cet enfant-là? Dit non, c'est 4 et 2. Et donc, finalement, la créativité, parce qu'il y avait une question liée à ça, moi, je suis grand-père, je vois ces petites filles que j'ai, c'est extraordinaire. Le problème, c'est ce qu'on leur enlève. Et donc, on va devoir, c'est tout à l'heure, obéir et commander, passer au-delà de cette espèce d'apparente paradoxe. C'est clair que la créativité, c'est lié à l'ignorance. C'est comme mon coup de la boîte de tout à l'heure. Comment laisser cette capacité de s'étonner, de trouver des trucs, tout en donnant tout ce qui est nécessaire? Je crois finalement, il est là le défi. Tout ce qu'on apprend, c'est formidable. Il y a juste un problème, c'est qu'on a peu perdu justement cette créativité et tout. Donc moi je dirais dans l'enseignement plus jeune, c'est ça qu'il faudrait faire, respecter cela. Quelque chose à rajouter? Essentiellement pour dire que oui, c'est une des grandes difficultés de la France, hein, c'est cette espèce de césure entre les prépas et les grandes écoles. Aujourd'hui, nos compétiteurs gagnent des parts de marché parce qu'ils viennent prendre les étudiants directement à la sortie du bac. Bon. Et je pense qu'il y a en France un modèle de prépa intégré qui marche très bien, hein, qui ont énormément de succès, et je crois que c'est vraiment quelque chose à observer. Pour les grandes écoles qui recrutent en sortie de prépa, il y a une vraie réflexion à mener avec les prépas. La loi de juillet 2013 peut faciliter les choses, hein, puisque à terme, les prépas devront passer des conventions avec des universités ou avec des grandes écoles. Mais là, ça, c'est un vrai chantier à mener pour que, effectivement, on ne reste pas sur cette espèce de césure entre un secondaire attardé, qui serait les classes de préparatoire, et puis des grandes écoles qui, effectivement, sont en train de s'ouvrir très rapidement sur le monde international. Marc, il y a des prépas chez vous, et vous avez un... Non? Dionys, il n'y a pas de prépa? Se faire chier avec des prépas? Non. L'ISTH, c'est pas une prépa? Non, le problème, il est beaucoup plus compliqué. Oui, mais l'ISTH, c'est une entité qui aide à faire des prépas. Mais dans nos écoles, on rentre après le bac. Non, le vrai problème aujourd'hui, enfin pas le vrai problème, la vraie réflexion qu'il faut se poser, c'est finalement qu'est-ce qu'on fait pour qu'un maximum de jeunes réussissent et non pas échouent. Nous, on a une machine qui est quand même bonne pour faire échouer. Dans le genre Mazo, on est quand même très bon. Et donc, comment on fait? Moi, par exemple, la grande fierté que j'ai, c'est de dire, je prends des gens moyens et je les rends bons. Prendre des gens super bons et les rendre bons, c'est pas mal, mais enfin, ça va. Ça va, c'est-à-dire que, voilà, donnez le type, il a 12 ans, il fait 10-1 au 100 mètres, il n'y a pas de problème, il sera champion de France. Mais quand vous prenez des gens qui sortent avec un bac, oui, mention A, B, eh ben je m'en fous. Je m'en fous. Si nous, on fait notre travail, on va l'amener, on va le développer, on va travailler sur sa personnalité, on va le permettre d'arriver à ce qu'il fait. Je crois que c'est là l'enjeu. Notre enjeu à nous, c'est d'accepter tous les étudiants en France, quelles que soient les institutions, dans l'optique qui est comment je les rends meilleurs, comment je fais pour les développer. Non pas simplement, est-ce que oui ou non j'aurai mon quota de très bons au bac, les pauvres qui sont dans un état lamentable parce qu'ils ont 18, 19 et ils n'ont pas 20 partout. Enfin, on fabrique des tarés. Non, mais il faut quand même accepter aussi les critiques sur notre système. Là, le système élitiste, il est mauvais. Il n'est pas mauvais quand il a des institutions qui cherchent l'excellence, qui sont super bonnes et qui développent. Ce qui est important, ce n'est pas la notion de stock, c'est la notion de flux. Moi, ce qui me révolte, c'est quand on se dit « je veux un stock de super bons élèves parce que je vais les rendre très bons ». Moi, ce qui m'intéresse, c'est la notion de flux. Donnez-moi des gens moyens, mon job à moi, c'est de les transformer, de les rendre bons. Parce que là, il y a de l'honneur et là, il y a de l'audace. On peut dire la même chose des connaissances. Mais oui. On peut dire la même chose des connaissances. Je peux dire une anecdote. Oui. Non, mais elle est formidable. Non, ça vous dérange... Il a l'air costaud. Non. Je vais m'interposer. J'ai des amis... Il y a un type qui vient me voir un jour, un jeune, il dit « Oh monsieur, vous connaissez Garches ?» Je dis « Oui. » Il dit « Vous connaissez Garches Sud ?» Je dis « Non. » Je dis « Oh là là, encore un. » Il vient me faire pour un cas social. Il me dit « Ouais, voilà, j'ai un problème personnel. » Je dis « Ça y est. » Sa mère, son père, la tôle, je vois tous les trucs, rappeurs. Voilà. Il me dit « Ouais, voilà, j'ai un problème. J'ai une entreprise à Garches Sud, j'en ai une autre à Garches Nord. J'ai fait mon stage en Chine. Alors, quand il y a les jeunes Chinois, ils viennent, je les transforme. J'ai un problème. Comment je gère toutes mes marques ?»
Un type, il me pose un problème parfait à HEC qui est la gestion du portefeuille de marque d'une entreprise. Et ben quand ça vous donne du bonheur pendant un an. Voilà, ça vous donne du bonheur pendant un an. Quand quelqu'un que vous avez pris, qui arrive effectivement de Garches Sud avec tout ce qu'il faut pour qu'il rate, parce que Garches Sud, c'est pas nécessairement la meilleure prépa, le type, il se forme, il se développe, et ces gens-là sont généralement les plus entrepreneurs, parce que c'est quand même plus normal d'entreprendre quand on a le couteau sous la gorge que quand de toute façon, c'est déjà gagné d'avance. Oui, moi je voulais... Non. C'est où Garches? Sud ou nord? Non mais je voulais rebondir... C'est Garches ou Garges? Ouais. Je voulais rebondir sur l'idée de stock et de flux, parce qu'il en va même dans les connaissances. C'est Rabelais contre Montaigne, c'est le volume du savoir. Et ce problème-là, il est terminé. On n'a plus besoin de savoir à la Rabelais. Il faut redécouvrir Montaigne. Et donc, c'est cette capacité de jugement, le sens critique. Comment est-ce qu'on se regarde Internet, on dit, mais est-ce que c'est vrai ce qu'il raconte, etc. C'est un philosophe, on lui demande, au fond, qu'est-ce que vous pensez des Brésiliens? Et il répond, excusez-moi, je ne les connais pas tous. Bon, et en fait, on est tous dans cette situation. Or, vous pensez tous quelque chose des Brésiliens. Donc, vous pensez quelque chose sans les connaître. Et c'est comme ça. La pensée se construit sur l'oubli. C'est parce que je ne connais pas les Brésiliens que j'en pense quelque chose. Il faut vraiment sortir de ça. L'oubli est consensuel à la pensée. Quand vous allez au cinéma, vous revenez. Si vous pouvez donner un avis sur le film que vous avez vu, c'est parce que vous avez oublié quasi tout le film. Si tout à l'heure, vous avez un avis sur notre débat, c'est parce que vous aurez quasi tout oublié. C'est comme ça que ça se passe. Et donc, c'est apprendre à penser. Je crois qu'on peut être tous là d'accord. Il y a un recentrage, apprendre à penser sur un système de valeurs dont on n'a peut-être pas assez parlé, la solidarité, l'accès. Parce que le prix aux États-Unis, on l'a là. Hein. Ça ne va pas. Il y a aux États-Unis des échanges de profs, comme dans le foot. Il y a un mercato. Hein. Il y a un mercato. Le type qui donne la compta à Berkeley, il va voir si à Chicago, on lui donne $100 000 en plus. Il s'en va. Et les élèves, ils s'en foutent. Et donc ça me met en colère. Donc il faut prendre le meilleur de tous les mondes, s'asseoir autour d'une table et repenser le truc. Le monde aujourd'hui, c'est le monde du re. On dit souvent, c'est en forgeant qu'on devient forgeron. C'est fini. C'est en reforgeant qu'on reste forgeron. C'est en repensant qu'on restera reprofesseur. Donc c'est... Alors j'imagine que vous avez beaucoup de questions à poser. Oula. Et bien vous savez quoi, on va commencer par le fond, parce que jamais le fond n'a le droit de poser des questions. Donc il y a une main qui se lève pile dans mon axe. Et ensuite, je vous ai vu. Il n'y a pas de problème. Bonjour, présentez-vous. Bonjour, je m'appelle Arnaud Picard. J'ai une question, en fait, j'ai l'impression de me mettre un peu trompé d'endroit sur l'intitulé de cette conférence. J'avais vu éducation. Et pour moi, bêtement, j'ai pensé à l'éducation nationale et à tout ce qui se passe avant ces messieurs. Et je comprends que vous défendiez ce que vous voyez tous les jours. Mais vous voyez bien que, comme vous disiez, ce qui est important, c'est les gamins, entre guillemets, les étudiants qui arrivent à vos portes. Et pourquoi ne pas avoir une réflexion sur ce qu'il y a avant, c'est comment on forme notre jeunesse. Alors je me doute que là on n'en parle pas, parce que les intervenants qui ont été choisis parlent de l'enseignement supérieur. Mais je reste sur ma faim de ne pas avoir le début de l'histoire, de ne pas avoir quelqu'un de l'éducation nationale, ou voilà. Juste pour, pendant que j'ai le micro, voilà, je participe à un mouvement qui s'appelle le Printemps de l'éducation et qui essaye de rassembler les initiatives locales des écoles alternatives. Et voilà quelque chose que je m'attendais peut-être à entendre aujourd'hui pour parler d'une école différente. Au moins de parler de quelque chose de différent. Je ne sais pas comment on pourrait réformer l'éducation nationale, mais au moins on a les idées peut-être de demain et comment les intégrer. L'idée de ce mouvement, au final, c'est de collecter les informations qu'on va avoir de ces initiatives et pour pouvoir les porter à un niveau, au premier échelon, au niveau politique, pour pouvoir changer ça. Voilà.
Donc quel est votre avis à ce niveau-là? Mais même si je suis voilà, déçu de ne pas avoir quelqu'un mais en même temps, vous êtes le premier à parler, vous noterez. Merci. Merci à vous. Bon alors Mais, non, mais sur l'avant... C'est clair que on est, quand vous voyez Marc, Luc, Jacques, bon, dans les 60 ans environ, hein, donc c'est... Et donc on est peut-être un peu trop les mêmes, et je crois qu'il faut demander aux organisateurs un nouveau... Parce qu'après c'est un autre débat, hein, et donc là il y a peut-être eu un petit malentendu, mais on peut faire un deuxième, c'est votre question à vous. Que faire avec les enfants de 7, 8, 10 ans? Parce que ma petite fille, elle a 1 an et demi, elle s'énerve parce qu'avec mon BlackBerry, ça ne va pas sur l'écran, elle ne s'est pas fait bouger le truc. Donc voilà, écoutez, on reviendra. Hein. Donc, Notre question ici. Monsieur, je vous en prie, c'est à vous. Je vais un petit peu interagir avec la question de monsieur, puisque j'ai fait les 2 écoles, Assas et l'ESCP, et ça n'a rien changé. Alors je suis parti, j'ai été faire Harvard, le MBA. Et là, ça a commencé à changer, parce qu'en gros, Assas, comme à l'ESCP, comme d'ailleurs avant, dans l'éducation nationale, c'est un peu le principe, tais-toi, écoute, note, et recrache à la fin pour l'examen. D'accord? À Harvard, j'ai découvert un modèle un petit peu différent. Une relation pédagogique, le mot d'ailleurs qui n'est presque pas apparu, le mot pédagogie, et on reviendra à la notion de pédagogie et pouvoir dans ma question. À Harvard, c'était l'inverse. Le prof ne faisait que de poser des questions. Et c'est limite, il était payé pour poser des questions, alors qu'on pensait que c'était un peu notre rôle. Eh bien non, il posait des questions, il posait, et il nous faisait réfléchir, il nous faisait réagir. Et la structure de l'éducation nationale en France, privée comme publique, grandes écoles comme tout ce qu'il y a avant, les petites écoles, on va dire, ça n'est pas pensé comme ça. Alors je suis très content de voir qu'à Polytechnique, ils réfléchissent à la notion de client, parce qu'on touche là à la notion de pouvoir. Okay ? Quand un enfant a une mauvaise note, c'est qui le mauvais? C'est le prof qui a mal enseigné? Ou c'est l'étudiant qui a mal compris? Et là, vous voyez qu'il y a un truc qui n'est pas dans les médias, et pourtant je dirige un groupe de médias qui s'appelle Leaders League, autour du leadership, qui n'est pas une notion de pouvoir, mais une notion de leadership, qui est qu'on inverse les choses. C'est-à-dire que le prof, il y a un conflit d'intérêts. Il se juge lui-même, ou plutôt, il juge que c'est l'enfant qui n'a pas compris. L'enfant petit, moyen ou grand. D'accord ? Et donc, la notion de pédagogie doit être repensée autour de la notion de pouvoir. Et d'ailleurs, quand vous dites « je m'appuie à Polytechnique sur les étudiants clients pour faire changer les profs », on voit la tension dramatique autour du pouvoir, compris les profs, qui n'ont pas compris leur rôle de passeur, leur rôle de faire grandir, qui sont là plus comme une charge notable, etc. Donc, moi, à titre personnel, j'ai créé une école Montessori, donc une partie de la réponse pour monsieur. Vous vous êtes coordonné? Non, pas du tout. Juste, je voudrais dire un truc sur Montessori. Oui, et après ça, vous poserez une question, s'il vous plaît, je suis désolé. Sûr, bien sûr. Mais je répondais à sa question, parce que ça n'a pas été fait sur le panel. Montessori... Venez vous asseoir. Montessori, c'est 1900 à 1950, donc c'est vieux déjà. Et il y a 250 000 profs en Chine qui sont formés à la méthode Montessori. Il y a 25% du système éducatif américain qui est sous Montessori. Et le point commun entre Jeff Bezos et Larry Page, c'est qu'ils ont tous les deux fait du Montessori. Et c'est un système d'éducation où les enfants interagissent avec les objets. Et le prof est garant d'une ambiance et non pas fait cours. Voilà. Donc ma question, c'est comment faites-vous pour refonder la relation de pouvoir et de pédagogie entre les professeurs et les étudiants? On va peut-être prendre, si on peut noter, si vous avez le souvenir de la question. On va reprendre aussi 2-3 questions comme ça en grappe et je vous promets qu'on répondra et j'y veillerai personnellement. Là-bas. Quoi non? Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Je vous en prie. Bonjour, je m'appelle Marie-Laure. Je représente ici un mouvement citoyen qui s'appelle le Printemps de l'Éducation. Et je suis super heureuse d'avoir entendu ces 2 interventions parce que c'est vrai que moi aussi je pensais m'être trompée de débat et finalement là tout de suite je vais beaucoup mieux. On va se barrer, ça ira plus vite. Hein. Non, si on vous gêne, faut nous le dire. Hein. Parce que j'ai aussi une question à vous poser. Voilà, vous parliez de... Donc, je reviendrai sur le Printemps d'éducation, mais en tout cas le Printemps d'éducation, ça relie justement toutes les alternatives pédagogiques,
tous les mouvements, les courants pédagogiques, Steiner, Montessori, autres Freinet, etc., etc. Mais on pourra en reparler plus tard. Je voulais juste revenir justement, ce qui m'intéresse dans votre intervention, en particulier, vous avez parlé tout à l'heure de ce qui vous intéressait, c'était de rendre les gens meilleurs, les gens bons. Et moi, la question que j'ai envie de vous poser, c'est pour quel type de société ? Sur le fond, on a entendu beaucoup de choses autour de la compétition, la compétition, la compétition. Pour moi, une vraie audace aujourd'hui, c'est de parler de coopération. Quels sont dans le fond, dans ce que vous transmettez à vos étudiants, comment vous leur permettez de s'interroger sur quel type de société ils ont envie de voir demain ? Merci. Merci à vous. Ok, on ne prend pas de troisième question, on va répondre. Promis. Alors sur la question de Larry Page qui a fait Montessori. Non, pardon. Sur la notion du pouvoir et sur pouvoir et pédagogie, bien sûr. Ça vous inspire quelque chose ? Oui, ce qu'on peut dire, c'est que la pédagogie, c'est vrai que c'est une science qui est moins développée en France qu'aux États-Unis. Vous regardez Harvard, bon, d'abord, la présidente de Harvard, elle dit une chose, elle dit « we're all learners », hein, on est tous des apprenants. Et donc les enseignants-chercheurs sont des apprenants comme les autres. Tous les jours, ils sont en train d'apprendre au contact de leurs élèves, au contact de leurs pairs, au contact de la société. Bon. Et il n'y a pas de grande fac américaine qui n'est pas une School of Learning Sciences, c'est-à-dire en gros une école de pédagogie. Bon. En France, c'est organisé un petit peu différemment. Là, je vois sur l'exercice Paris-Saclay, je suis en train d'essayer de pousser cette idée-là. Et la réponse qu'on me fait, c'est il y a une école normale supérieure, donc les écoles normales supérieures, elles sont là pour apprendre la pédagogie. Et donc, bon, je veux dire, on va se tourner vers l'ENS Cachan qui nous rejoindra pour voir comment on peut développer la pédagogie dans notre métier qui, effectivement, hein, je le confesse, est l'enseignement supérieur. Si on revient aux jeunes plus tôt, c'est-à-dire ce qui se passe à l'école. Donc moi je suis pas assez, je veux dire, je suis juste dans la génération où j'ai pas encore de petites filles et donc je suis plus trop au clair sur les différents types d'écoles qu'il peut y avoir dans le secondaire. Mais vous vous souvenez qu'on a les uns et les autres quand même abordé une question qui est celle de l'échec et de la gestion de l'échec. Et je crois qu'effectivement s'il y a une révolution à faire dans l'enseignement secondaire, c'est effectivement de sortir de cette logique dans laquelle la bonne note, c'est bien, et si c'est pas la bonne note, soit c'est le redoublement qui est probablement quelque chose de pas très intelligent parce que ça fait pas énormément progresser, soit je sais pas, une espèce de, on s'enfonce dans une voie qui est la voie de l'abomination. Non, je crois que ce qu'a dit Marc tout à l'heure, ça devrait être valable tout au long du cursus, c'est-à-dire que quelque part la capacité du système à récupérer les élèves qui ont un souci parce qu'ils ne sont pas adaptés au modèle scolaire, qu'effectivement le modèle traditionnel, qui a des grandes qualités, mais le modèle traditionnel ne l'aurait pas adapté, ça ne marche pas, il faudrait qu'on puisse les récupérer et les amener à d'autres formes d'éducation. Donc là-dessus, oui, c'est ce qu'on voulait dire tout à l'heure, quand on disait l'audace de tout changer, c'est l'audace d'accepter l'échec, de transformer l'échec en succès. Donc c'est le discours que tenait Marc, je crois que c'est le discours que tenait Luc, et c'est un petit peu le discours qu'on tient aussi. Et donc, dont acte, en tout cas, c'est vrai que nous, on n'est pas des spécialistes de l'enseignement secondaire, mais on est très demandeurs d'avoir un enseignement secondaire qui nous amène des étudiants heureux. Hein, s'il y a vraiment une évolution à faire dans l'ensemble du système, c'est de passer de Kant à Spinoza. Hein, je veux dire, l'impératif de la raison catégorique, c'est très intéressant, c'est bien, c'est bon, je veux dire. Mais la joie de vivre, c'est quand même plus sympa. Et donc, oui, transformons le système scolaire pour qu'il nous amène des élèves heureux. Est-ce que l'école doit être de gauche ? Non, je plaisante. Non, il y a deux questions qui se posent. La première, c'est la relation de pouvoir entre enseignants et étudiants. Je pense que le modèle que vous décrivez, le modèle français, est un modèle un peu ancien. Dans la majorité aujourd'hui des écoles, il faut d'abord prendre en considération que beaucoup d'intervenants extérieurs ont remplacé au fur et à mesure le prof classique. Et que la relation est forcément une relation plus égalitaire, parce que la relation de pouvoir, elle disparaît un peu par rapport à l'intérêt que la personne présente. Quand vous venez faire une intervention 3 ou 4 fois sur un cours particulier, sur un domaine spécifique, sur un projet que vous menez, forcément, vous n'avez pas la même relation, vous n'êtes pas dans un rapport de notation, par exemple. Et donc, la transformation du système aujourd'hui fait que cette relation de pouvoir
Certes, elle existe, elle est inhérente la plupart du temps à notre système éducatif, mais elle est moins importante. Je fais partie d'un mouvement qui s'appelle l'été de l'éducation, pardon, excusez-moi, et qui a l'habitude de répondre au printemps de l'éducation. Donc, moi, je voudrais dire, parlons, s'il vous plaît, de ce qui est important. Et ce qui est important, ce n'est pas le printemps de l'éducation, ce sont toutes les autres écoles aujourd'hui, les écoles de banlieue, les écoles de zones désertiques. Non, vous ne les retrouvez pas chez vous. Mais non, mais non. Vous savez très bien aujourd'hui que le problème en France n'est pas le problème d'écoles spécifiques qui sont brillantes, qui forment des gens formidables, des Larry Page et tout ce que vous voulez. Moi, ce qui m'intéresse, c'est ceux qui ne peuvent pas réussir. Pas ceux qui ont des chances de réussir en allant dans vos écoles, parce que vos écoles ne sont pas toutes des écoles gratuites, parce qu'il faut une certaine structure mentale, il faut avoir réfléchi pour aller dans vos écoles. Vous savez très bien ça. Mais non. Vous savez très bien que n'importe qui ne va pas dans vos écoles. Le problème de la France... Attendez, je fais un petit point d'ordre, en fait. C'est pas parce qu'on est à la Sorbonne que c'est l'âge du Move. D'accord. Donc je suis vraiment confus. Je sais que... Marc, c'est vous qui avez le micro. C'est vrai que... Non, gardez le micro. Mais c'est vrai qu'avec un micro, on parle plus fort. Je crois, moi, aujourd'hui, ce qui est important, c'est effectivement qu'est-ce que les institutions peuvent faire, et je dirais en plus, quelle part de citoyenneté peuvent-elles apporter en plus de ce qu'elles réalisent. Nous, on a créé il y a 5 ans la Web Academy. La Web Academy, chaque année, on recrute des jeunes non bacheliers qui sont sélectionnés, non pas par nous, mais par des gens dont c'est l'expertise dans les banlieues pour, en 2 ans, les former aux fondamentaux du code et de la programmation. Ils trouvent tous un job bien payé. On a généralement entre 20 et 30% d'échecs, ce qui est très peu. Ça fait la 5e année, ça marche. À notre mesure, c'est ce que l'on fait. La vraie question, c'est pas ce que l'État va faire. C'est ce que chaque entité est capable localement de faire ou régionalement, parce que là, on est dans du possible, rapidement mis en place. En ce qui concerne maintenant, je reviens parce que sur cette relation-là, non seulement elle se transforme, mais elle se transforme parce que le prof a admis qu'il n'a plus le monopole du savoir. Les profs aujourd'hui ont parfaitement intégré, pour la plupart d'entre eux, Wikipédia, le net, etc. Donc ils sont... Si. Non, c'est pas chez nous, pas ailleurs, c'est pas ça. Alors écoutez, je vais dire autrement. J'espère que les profs ont largement acquis cela. Voilà. Alors il nous reste 2 minutes. Je vais vous laisser rapidement intervenir là-dessus. Ensuite, une dernière question. Et oui, une dernière question. Oui, combien de mains se lèvent? Ok, alors un désistement à ma gauche. Non, mais on va vraiment terminer dans 3 minutes parce que vous savez que tout doit s'enchaîner ici. Donc, c'était vous-même. Merci, bonjour. Merci. Vous nous avez présenter, madame, s'il vous plaît. Je suis coach en entreprise. Waouh. Voilà, et ma question ne pose pas du tout là-dessus. Vous nous avez dit tout à l'heure que les enjeux aujourd'hui s'étaient déplacés sur les connaissances non chiffrées. Et ma question, c'est comment l'école, d'abord, puis les formations ensuite, apprennent-elles à être? C'est-à-dire, par exemple, à gérer ses émotions, par exemple, à utiliser l'intelligence collective, par exemple, à savoir renoncer, à faire plusieurs choses à la fois. Enfin, tout ce qui vient de soi et qui n'est pas de l'ordre des connaissances que j'apprends. Merci pour cette question courte. Un petit mot chacun, et puis ensuite on va tranquillement s'acheminer vers la sortie. Je crois aussi qu'il faut remettre le professeur dans la position, il doit aider l'élève. Et donc, comme le monde est différent, il faut l'aider différemment. Quand vous dites, vous posez des questions à Harvard, c'est ça la philosophie. C'est pour ça que je me bats tellement pour la philosophie. C'est l'art de poser des questions. Et bien sûr, on peut apprendre l'idée de critères. Comment on lutte contre le blabla, contre le café du commerce avec l'idée de critères? On parlait de Kant, l'impératif catégorique. Bon, c'est rigoureux alors qu'il n'y a pas de chiffres. Et la rigueur sans les chiffres, ça peut être extrêmement utile. Les émotions, etc. Là, il y a des nouvelles choses, des nouveaux types de choses à apprendre. C'est marrant, en français, apprendre va dans les 2 sens. J'apprends et vous apprenez. En anglais, learn and teach. Ça, c'est bizarre. Il y a encore beaucoup de choses à faire. C'est toute la question de l'enseignement des humanités et sciences sociales, hein, mais je veux dire, on sait très bien que
la philosophie, comme le dit Luc, ça s'enseigne parce qu'il y a des maîtres qui ont écrit des choses, qu'il y a des penseurs aujourd'hui qui réfléchissent encore, qu'il y a une école de philosophie, et que donc c'est pas une science qui s'arrête, c'est une discipline qui continue à évoluer. Donc, comment est-ce qu'on enseigne les savoir-être aux élèves? En les replaçant dans des situations, en leur montrant des exemples de situations qui se sont produites, en les faisant travailler sur des cas d'école. Enfin, c'est quelque chose qui est effectivement très développé aujourd'hui, je pense, dans la plupart des écoles. Marc, pour conclure. Oui, je conclurai, vous m'excuserez de cette provocation complémentaire. Une de plus. C'est que, à mon avis, aujourd'hui, tous ces éléments-là conduisent à une remise en question d'un certain nombre de DRH qui passent leur temps à demander aux jeunes je ne me pose la question si vous êtes fait pour mon entreprise, alors qu'il ferait mieux de se poser la question est-ce que mon entreprise est faite pour ces jeunes-là? Parce que la formation aujourd'hui, la formation mentale, les capacités, la vision qu'ont aujourd'hui des jeunes de 18-25 ans est parfois tellement éloigné de la réalité des entreprises aujourd'hui que le clash potentiel existe. Merci. Merci à nouveau à tous les trois. Merci à vous tous d'avoir été à la fois sages et impertinents. Merci aux étudiants qui ont posé les bonnes questions. J'espère que vous avez pu avoir quelques réponses et puis le débat continue et vive l'audace, vive le futur, vive l'éducation.